On va démarrer, ça va permettre un petit peu à tout le monde de s'installer. Notamment, on a un certain nombre de vidéos parce que Cécile Dejoux, qui devait être là aujourd'hui, ne pouvait pas. La rentrée universitaire a démarré. Donc elle est désolée, on a enregistré avec elle un certain nombre de vidéos qui permettent de répondre à des questions qui vont être posées aux animateurs ici présents. Oui, yes, ça marche. Donc moi, je suis Stéphane Taliana, je suis à la CCI Occitanie. Et, euh, et la personne qui n'est pas là, c'est Cécile Dejoux, qui est à l'ESCP. Et donc, on va lui demander de se présenter. Oui, bah merci beaucoup Stéphane et puis merci à Marie-Hélène pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous à distance, mais on a l'habitude, alors on sait que c'est une nouvelle façon d'exister. Donc mille merci pour votre invitation et puis bonjour à tous les congressistes. Oui, alors en fait, donc mon métier, on pourrait dire que globalement, je suis créatrice de contenu, créatrice de connaissances. Et donc toutes ces connaissances autour de l'intelligence artificielle, sur le management post-Covid, et puis comment travailler à l'ère du numérique, vous pouvez les trouver dans plein de canaux différents. Bien sûr, les MOOC, le MOOC l'IA pour tous, le MOOC du manager au leader devenir agile et collaboratif, et le petit dernier, management post-Covid. Tout ça sur la plateforme Fun. Et puis, vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle Les Jeudis de la Transformation, avec des interviews de directeurs de l'intelligence artificielle, chez la Maïf, à la SNCF, chez EDF. Donc, vraiment des témoignages passionnants, des benchmarks et des personnes avec qui vous pouvez rentrer en relation. Et dans cette chaîne YouTube, il y a un live tous les mois sur une thématique d'innovation. Par exemple, le mois passé, c'était sur la responsabilité numérique. Ça dure 20 minutes et pas plus. Et puis, bien sûr, un site internet. Donc, un site internet avec des newsletters où vous avez plein d'infographies qui vous sont proposées suite au live. Voilà, en quelques mots. Et puis, j'oubliais, peut-être le plus important, je suis professeure des universités au CNAM et affiliée à l'ESCP Europe, directrice d'une chaire, le Learning Lab Human Change, où je examine avec toute l'équipe des thésards et puis une équipe globale, les dernières transformations et innovations dans les grandes entreprises. Voilà. Merci Cécile. Donc autour de la table, il y a quand même d'autres personnes qui sont présentes. Gilles, je vais te laisser te présenter. Donc tu es à l'agence Ad-Hoc, c'est ça? Oui, bonjour à tous. Gilles Lucato, je suis chargé de mission innovation numérique à l'agence Ad-Hoc et donc j'accompagne des entreprises qui ont des projets basés sur les technologies numériques, que ce soit des entreprises du numérique ou des entreprises d'autres secteurs. Et pour 25% de mon activité, donc j'ai mon salaire qui est financé par la Commission européenne sur une action qu'on appelle Partenariat et financement européen. Et donc, je suis membre du réseau EEN, comme Stéphane, ici, et d'autres membres de la CCI. Et dans ce cadre, je fais partie des 60 experts européens numériques. Merci Gilles. À côté de toi, il y a Paola Salle, qui est à BPI. Bonjour tout le monde. C'est bon, ça marche? Bonjour tout le monde. Donc Paola Salle, déléguée innovation, BPI France Montpellier. Donc j'anime l'équipe des chargés d'affaires innovation pour toute la région Occitanie, qui est anciennement ex-Languedoc-Roussillon, pardon. Le micro, il marche une fois sur deux. un peu déstabilisant. Et et avant, j'étais à Paris et j'ai expertisé notamment, j'étais responsable sectoriel, j'ai expertisé les dossiers pour les concours nationaux, concours Innov, concours mondial innovation, concours iLab notamment. Donc ravi d'être ici, merci pour l'invitation. Et puis à côté de toi, il y a Yael Bocquet, qui est la chambre régionale des métiers de Rhône-Alpes. Non, ça n'existe plus, Stéphane, la chambre régionale de métiers. Ah oui, c'est vrai, oui, ça a changé de nom maintenant. Non, les métiers innovent évidemment. Désormais, la chambre de métiers et de l'artisanat de région Auvergne-Rhône-Alpes. En gros, on a fusionné 13 entités pour n'en faire plus qu'une seule, évidemment. On va arrêter. Évidemment dans l'intérêt de nos clients. Donc moi, je suis Yael Bocquet, je suis chef de projet au niveau régional et je coordonne, je pilote et j'anime des programmes notamment qui s'adressent aux porteurs de projets création reprise. Je ne suis pas en contact direct avec nos clients, mais je coordonne l'action des 12 chambres de métiers, donc à la fois sur la création, reprise, transmission et sur le numérique. Et comme Paola et Gilles, je vous remercie de l'invitation et je suis ravi d'être là. Et tu animes aussi, enfin tu es dans un groupe sur voilà. Alors effectivement, je passe une partie de mon temps au sein de l'association Entreprises et Numérique, qui est une association là aussi désormais régionale,
qui concentre en fait toutes les bonnes volontés, mais surtout les compétences en fait des réseaux consulaires et plus largement de l'écosystème, et dont l'objectif premier est d'accompagner les TPE-PME dans leur transformation digitale. D'accord, ok. Et moi, donc, je suis Stéphane Talena, je suis à la Chambre de commerce et d'industrie Occitanie, et mon métier, c'est d'aider les entreprises qui veulent déposer des brevets, donc secteur industrie au sens général et informatique, d'où le fait de ma présence ici. Et comme Gilles, je suis dans le cadre du projet européen Europe Entreprise Network, qui vise à aider les PME à considérer le marché européen comme un marché intérieur. L'objectif de la conf, c'est de parler de l'intelligence artificielle et de voir dans quelle mesure est-ce que ça va nous aider ou est-ce que ça va nous remplacer. Parce qu'il y a aussi cette crainte de se dire, on fait un métier d'accompagnement des entreprises actuellement, mais est-ce que demain, on va être remplacé par une IA où les gens vont cliquer, vont présenter un petit peu leur projet, et puis en fonction de ce qu'ils vont mettre, ça va être fait et géré par une IA. Donc la première question qu'on va se poser, c'est l'IA, qu'est-ce que c'est, en quoi, qu'on ait un petit peu quelques définitions qui nous permettent de savoir de quoi on parle. On aura aussi une seconde partie sur quelques termes. Ça peut être intéressant si demain vous avez un projet qui vient d'une personne qui présente de l'IA, que vous ayez un ou deux points de repère qui vous permettent de savoir de quoi on parle. Et puis une troisième partie sur le changement du métier de l'accompagnant. En quoi l'IA est une opportunité, une menace, en quoi est-ce que ça va transformer un certain nombre de choses sur notre métier de demain, voire même d'aujourd'hui, parce qu'on ne le voit pas à quel point les IA sont présentes. Donc la première partie, c'est quelle est la définition de l'IA. Donc on a posé la question à Cécile Dejoux. Alors c'est simple, hein. L'intelligence artificielle, bien entendu, elle est quelque part définie par des scientifiques. Hein. On pourrait prendre la définition de Yann LeCun, bien sûr, le français qui a créé les réseaux neuronaux. Mais ce qu'il faut savoir pour les managers, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, ce sont des briques technologiques différentes qui nous permettent de faire au moins 4 choses. Déjà, tout ce qui est autour de la parole. Donc, en fait, c'est des technologies qui permettent de traduire, de comprendre les mots, de converser. La deuxième brique technologique importante, c'est ce qu'on appelle le computer vision, c'est tout ce qu'on fait autour de la vision. L'intelligence artificielle, elle permet de reconnaître. Elle reconnaît des objets, elle les met en relation. Et donc, elle permet ainsi d'avoir des nouvelles applications, comme par exemple, vous êtes dans un aéroport et la technique du computer vision va permettre d'associer un individu qui rentre avec sa valise, de les mettre en corrélation, et si l'individu s'éloigne de la valise, il y a un système d'alerte. Donc, c'est la machine qui fait l'alerte et non plus un humain. Ça, c'est la deuxième brique technologique. La troisième brique technologique, c'est tout ce qui est gestion des connaissances. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de créer des robots virtuels, qu'on appelle ça des RPA, qui permettent de mettre en relation, par exemple, des factures et des comptes clients. Et donc, qui automatisent des tâches qui sont des tâches, en fait, totalement à faible valeur ajoutée, mais surtout totalement structurées. Et puis, la dernière brique technologique, c'est tout ce qu'il y a dans les robots, que ce soit des robots qui sont simplement des bras, des bouts en fait automatiques qu'on appelle des cobots, qui vont aider à transporter, à peser, à prendre, à saisir, ou que ce soit des robots humanoïdes où là on va créer des fausses peaux, des faux visages, et on va donc faire croire que le robot est un simili de l'homme. Donc vous voyez bien qu'en fait on a la parole, on a la vision, on a la connaissance, et on a donc tout ce qui est autour des robots. C'est ça, en fait, les 4 grandes briques technologiques de l'IA. L'IA qui a plusieurs systèmes, ce qu'on appelle le machine learning, c'est la dernière avancée, technique technologique, avec le big data, mais il y a aussi de l'IA symbolique et des systèmes experts qui existent depuis bien plus longtemps et qui sont une autre forme d'IA. Donc nous, en tant que manager, on sait qu'il y a 4 briques technologiques qui vont nous permettre de travailler différemment. Ok, c'est pas mal. Elle a donné un certain nombre de mots qu'on va devoir définir parce que dans ce qu'elle a dit. Je vais poser la question aux gens qui sont présents ici. Gilles, ta vision de l'IA, c'est quoi? Oui, moi c'est même encore plus simple. J'ai eu un prof il y a longtemps qui s'appelait Brucker, qui nous a dit le premier jour, l'IA c'est facile, c'est un ensemble de technologies qui transforment des données en connaissances. Et oui, et à partir de là, on fait quoi? Eh ben, après, on a eu des exemples, et ça aide à comprendre tout de suite. Si je prends par exemple une image JPEG que vous avez dans votre appareil photo, dans votre ordinateur, c'est des 0 et des 1, c'est des données. Si on a un algorithme qui dit
ou qui sait dire qu'il y a un chat dans l'image, là, on a une connaissance. Donc c'est différent. Voilà, vous voyez la différence entre les deux. Si on prend un fichier audio d'un journal télévisé, c'est un fichier Wave, 16 bits, 44 kHz pour les spécialistes, c'est de la donnée. Mais si on sait par une technique d'analyse du langage quel est le sujet qui est abordé dans ce fichier audio, là on a la connaissance. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors des techniques, il y en a plein, hein, on en verra tout à l'heure, je ne vais pas déborder sur le sujet. Paola, pareil, peut-être ta définition de l'IA. Ce que vient de dire Gilles, c'est très bien. Je pense effectivement c'est un ensemble de techniques mathématiques qui permettent d'extraire des informations pertinentes à partir de grandes masses de données. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément de données, ce qui fait que les performances de ces méthodes se sont nettement améliorées avec en plus une puissance de calcul, ce qui fait que les ordinateurs peuvent calculer de plus en plus ces grandes masses de données. Et donc, ça nous permet de pouvoir envisager et d'ouvrir des perspectives exceptionnelles dans certains domaines, comme par exemple la santé, tout ce qui est médecine personnalisée, traitement personnalisé, où on va venir diagnostiquer de manière plus fine certains cancers, par exemple, alors qu'aujourd'hui, malheureusement, du coup, les médecins font ce qu'ils peuvent, mais on peut nettement améliorer ça grâce à l'intelligence artificielle. Il y a également les robots compagnons, ce que disait Cécile Dejoux, qui viennent également accompagner les personnes fragiles. Donc c'est vrai que pour moi, l'intelligence artificielle, c'est au service de l'humain plutôt que vouloir remplacer l'humain. Et c'est vraiment pour venir apporter un net confort de vie plutôt qu'au détriment de l'humain. De toute manière, on l'a bien vu aussi avec le confinement, que le tout numérique, quelque part, ça a ses limites. Hein. Les gens, ils étaient tous ravis de se revoir. Donc pour moi, l'IA, ça reste vraiment un ensemble de méthodes qui visent à extraire des informations pertinentes à partir de grandes masses de données. Voilà. Et toi, Yael? Alors Stéphane, si j'étais un peu poil à gratter et quelque peu discourtois avec mes collègues de table ronde, j'espère qu'ils n'en prendront pas ombrage, je dirais que c'est un mythe, au mieux une mode qui véhicule beaucoup de jargon, qui reste malgré tout l'apanage de quelques technophiles éclairés qui peinent à la vulgariser. Non, plus sérieusement... c'est une révolution qui est annoncée. Comme toute révolution, on sait qu'elle arrive, mais on ne sait pas quand. Que comme toute révolution, elle a son lot d'espoir, mais aussi son lot de crainte. Mais très honnêtement, je pense que pour nos métiers d'accompagnant à la création et à la reprise, ça sera un réel atout et qu'on n'a pas encore, malheureusement, aujourd'hui, de déclinaison opérationnelle très palpable, hein, que ce soit dans ce domaine-là ou dans d'autres. Alors les raisons, elles sont multiples. Hein. Il y a la puissance de calcul, la technologie, on y reviendra probablement, l'énergie nécessaire, la donnée, surtout la donnée en quantité. Et puis heureusement, il y a aussi tout un tas de garde-fous institutionnels qui commencent à se mettre en place. Et en pensant à ça, je suis assez fier d'être européen, dans le sens où on est plutôt en avance là-dessus. Pas que l'IA et les data, ça soit péché, bien au contraire, mais l'idée qu'on l'accompagne, ce mouvement, et qu'on lui laisse devenir un peu mûr me rassure, en tout cas. Ok, intéressant. Dans ce que disait Cécile Dejoux, il y avait beaucoup de mots qui ressortaient. Donc ça peut être bien qu'on ait quelques définitions parce que sa réponse était intéressante, mais elle utilisait des mots dont on n'a pas tous la même définition. Donc l'objectif, c'est de partager quelques définitions et d'avoir votre œil technique. Hein. Donc Paola, tu as fait une thèse qui s'apparentait à l'époque, qui maintenant s'appellerait l'IA, mais à l'époque c'était sur tout ce qui était des données en quelque sorte. Et Gilles, pareil, toi tu vois les entreprises depuis un certain temps. Il y avait le premier mot dans ce qu'elle a dit qui revenait, c'était le terme IPA. Et est-ce que tu veux en donner une définition? D'ailleurs, tu m'avais dit de projeter un diagramme là-dessus. Oui. Pour revenir sur IPA, c'est dans le thème de la conférence d'aujourd'hui où on parle de l'accompagnement augmenté. L'IPA, c'est le terme qui définit comment est-ce qu'on augmente les capacités de l'humain. IPA, c'est Intelligent Process Automation. Absolument. C'est la contraction, oui, comme RPA, c'est la contraction de RPA et IA. Donc RPA, c'est toutes les techniques d'automatisation et IA, c'est toutes les techniques de la connaissance. Et on va regrouper les deux dans IPA pour fournir de l'accompagnement, une fonction augmentée. Donc si on veut regarder
la liste d'un tas de technologies là, qui sont affichées là, sur l'écran. Donc, et à quoi elles servent surtout, hein. Donc, tout à l'heure on l'a dit, il y a des technos qui servent à percevoir, vous les avez en haut à droite. Donc le traitement automatique du langage, elle en a parlé. Le traitement de l'image, le traitement de l'audio, ça en fait partie. On a des techniques qui servent à apprendre. Donc le machine learning, c'est donc là-dedans qu'on va retrouver les réseaux de neurones dont on a déjà entendu le mot. Des technologies qui servent à décider. Ça, c'est plus ancien, des moteurs de règles, ça existe depuis longtemps. Même moi, quand je faisais mes études, ça existait. Donc, c'est pas d'aujourd'hui, hein, voilà. On va retrouver du traitement de langage naturel aussi, hein, le traitement du langage, c'est à peu près partout. Et on a des techniques qui servent à agir, c'est là qu'on retrouve le RPA notamment, mais aussi, donc, encore une fois, le traitement du langage par la synthèse vocale, l'imagerie de synthèse pour ressortir de l'information visuelle. Et donc des API, c'est encore autre chose. Les API, c'est comment accéder à des fonctions standardisées pour qu'elles soient utilisées par plusieurs plateformes, plusieurs services. Voilà. Dans les API de Google, par exemple, vous en avez peut-être entendu parler. Et au milieu, on a le chatbot qui, en fait, intègre quasiment toutes les technologies de l'IA, puisqu'il s'agit de reconnaître de la parole, de comprendre ce que le locuteur est en train de dire, derrière donc de pouvoir calculer de quoi on parle et qu'est-ce que le chatbot doit répondre, et derrière encore des techniques de synthèse vocale pour rendre la réponse à la personne qui interroge le chatbot. Donc c'est une techno assez transversale. Donc là vous avez 90% des technos de l'IA sur ce schéma-là. C'est un schéma. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César. C'est un schéma qui vient d'une entreprise qui s'appelle CGI et qui donc commercialise déjà des fonctions augmentées. Donc l'accompagnement augmenté, le technicien augmenté, le sportif augmenté, voilà, ça relève de toutes ces technologies-là de IPA. Ok, merci. C'est un peu plus clair. Parce que quand tu m'as envoyé le schéma, il y a quelques temps, je me suis dit, oh là là, on va perdre les gens avec ça, avec quelque chose qui est aussi complexe, qui présente des mots un peu partout. Donc déjà, voilà, tu as défini un certain nombre d'actions que permettent l'IA. Il y avait un autre mot qu'utilisait Cécile Dejoux, c'était tout ce qui était autour du deep learning. Elle a utilisé aussi le machine learning. Donc ça fait partie de termes qui sont assez peu connus. Donc je me retourne vers toi, Paola, pour nous donner un petit peu ta vision, ta définition autour de ces deux mots-là. Du coup, Gilles en a un tout petit peu parlé. Alors, le machine learning, c'est les méthodes supervisées qui, les algorithmes, à partir de bases de données, vont s'entraîner, apprendre différentes règles. Et après, quand ils vont avoir une nouvelle information, ils vont être en capacité de pouvoir trier cette information par rapport à ce qu'ils ont appris. Donc ça, c'est le machine learning. C'est vraiment pour des données plutôt numériques et structurées. Le deep learning, finalement, c'est une sous-famille dans la catégorie machine learning. C'est les réseaux de neurones, mais profonds, avec un apprentissage profond. Donc, c'est un peu une boîte noire, les réseaux de neurones. Simplement, c'est plus pour traiter des données type son, parole, image. Donc, par exemple, vous avez les tris de mails. Souvent, on utilise du deep learning pour pouvoir trier le mail en fonction des urgences. La classification des images, ça se fait beaucoup avec le deep learning, par exemple. Récemment, vous avez vu sur Facebook un algorithme qui faisait des suggestions malheureuses à partir d'une image. Typiquement, en fait, ils avaient utilisé du deep learning, sauf que la qualité de données, la qualité de la base de données au départ n'était pas bonne, et donc ça a donné des faux résultats. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que machine learning, c'est des données plutôt numériques structurées, et deep learning, c'est plutôt des méthodes pour tout ce qui est son, parole, image. C'est vraiment là où il y a des bonnes performances, que ce soit pour la classification d'images, ou la traduction, ou le traitement de langue. Ok, intéressant. Donc dans la suite, il devait y avoir Anaïs Préto qui devait intervenir. Alors elle est souffrante aujourd'hui. Donc voilà, elle nous a envoyé un message tout à l'heure pour nous prier de l'excuser. Donc voilà, sachez-le. Donc parmi ce que tu as dit, est-ce qu'il y a une nécessité de savoir coder? C'est-à-dire que derrière ça, on a le fait qu'il faut savoir être savant, bien connaître l'informatique. Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire quand on aborde ça? Tout dépend ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que si on part sur des données quelque part on n'a jamais exploitées, qu'on n'a jamais utilisées
auparavant des méthodes et que du coup les méthodes conventionnelles atteignent des limites, par exemple des flux de données et que du coup vous avez besoin de faire des algorithmes en temps réel, oui, il faut avoir des compétences de haut niveau. En revanche, s'il s'agit de prendre par exemple une petite base de données médicale où quelque part il y a déjà des algorithmes qui ont été programmés et qu'il suffit quelque part de donner en entrée cette base de données et faire un arbre de décision, non, il n'y a pas besoin de compétences pointues en data science. En fait. Des compétences en informatique, oui, mais pas besoin d'avoir un bac+8 en IA pour pouvoir extraire des informations pertinentes à partir de cette base de données. Néanmoins, il faut, dans tous les cas, un expert métier. C'est-à-dire que si vous êtes informaticien et vous voulez extraire des informations pertinentes à partir d'une base de données médicale ou, par exemple, l'accompagnement, et que vous n'avez aucune connaissance du métier, bah, vous allez rien en déduire en fait. Donc c'est vraiment le plus important, je pense, c'est vraiment l'expert métier qui va venir comprendre la donnée, comprendre ce qu'il cherche, identifier la problématique et qui du coup va communiquer avec l'informaticien et l'informaticien va trouver la solution. Et s'il n'y a pas de solution, bah, du coup il faudra embaucher un data science pour concevoir la solution à développer, quoi. Donc du coup, malgré tout, il faut quand même ouvrir ce qu'il y a et voir ce qu'il y a un petit peu sous le capot, ouais. Malgré tout. Okay. Pour moi, oui. Et donc, il faut des données, un expert métier et un minimum quand même de compétences informatiques, ne serait-ce que pour pouvoir justement développer l'interface qui va permettre à l'expert de pouvoir travailler, quoi. Et là, il y a une question pour Gilles, parce que si c'est intelligent, le logiciel fait tout, c'est ça ? Non, le logiciel ne fait pas tout, hein. Si je reprends un exemple, on peut conduire une voiture sans savoir comment marche le moteur, c'est pas un problème. Mais si vous voulez faire des rallyes, vous devrez savoir comment marche le moteur parce qu'il faudra dépanner dans le désert. Et donc on est là, quoi, comme le disait Paola, pour un usage normal, on peut se contenter de savoir utiliser des algorithmes qui sont déjà préparés, auxquels on fournit des données, on obtient des résultats. Mais effectivement, si on veut aller plus loin, que les données elles ne correspondent pas trop à ce qu'attend l'algorithme, ou que l'algorithme ne fait pas complètement ce dont on a besoin, s'il faut mettre les doigts dans le cambouis, c'est un autre niveau, effectivement. Et du coup, ça se matérialise comment ? C'est-à-dire, par exemple, on a une base de données, mettons, de 13 000 diagnostics d'entreprise, analyse à la fois. Comment est-ce que, si on veut y mettre une IA pour accéder à des profils, par exemple, comment ça se concrétise ? Si je prends un exemple simple que vous pourrez aussi aller voir si ça vous amuse, je vais citer une marque, tant pis, IBM a une plateforme d'IA qui donne accès gratuit, mais c'est peut-être pas les seuls. Et on peut jouer avec les données du Titanic pour les faire entrer dans une IA et passer des algorithmes dessus pour voir ce que ça fait. Et par exemple, il y a un algorithme qui permet de calculer le montant de l'assurance pour une personne qui prendrait le Titanic en fonction de ce qu'on connaît d'elle. Par exemple, il y a eu plus de femmes que d'hommes qui ont été sauvés du Titanic. Donc si vous êtes un homme, vous allez payer plus cher votre assurance. Ah oui, c'est comme ça, hein. Aujourd'hui, les assurances, c'est calculé sur le risque et c'est sur le même genre de formule. Si on est en 3e classe, comme on est plus bas dans le bateau, ou si on a pris un ticket première classe, on va payer plus cher si on est en 3e classe parce que normalement on va pas sortir du bateau. Oui, et donc il y a un fichier qui est donné par IBM dans lequel il y a tous les gens qui ont fait la traversée du Titanic, avec c'est un homme, c'est une femme, où est-ce qu'ils sont, dans quelle classe du bateau, est-ce qu'on sait déjà s'ils ont été sauvés ou pas, c'est comme ça qu'on entraîne l'algorithme. Et pour une personne nouvelle qu'on veut tester, en disant, bon, lui, quelle chance il a de se sauver, mais l'algorithme, il va faire un classement, il va dire, cette personne-là, elle a X% de chance d'être sauvée ou pas. Et du coup, en fonction, on lui fait payer une assurance. Voilà. Et du coup, tu avais aussi un exemple aussi que tu voulais montrer, comment ça se matérialise. Ah oui, alors c'est comment ça se matérialise. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas grand-chose à voir sur cette diapo, mais c'était pour montrer dans une entreprise de la région ici qui fait des analyses phytosanitaires, et donc ils analysent des poisons, on va dire ça, dans des fruits, pour savoir si les fruits sont commercialisables ou pas. Et donc les machines qui font ces analyses-là sortent les schémas que vous avez en bas,
Donc les courbes que vous avez en bas, pour chaque molécule de poison est analysée. Le travail que faisaient les opérateurs jusque-là, c'est venir lire ces courbes et être en capacité à dire la molécule, elle est présente ou pas dans le fruit qu'on a analysé. Si elle est présente, c'est grave, hein, puisque c'est un poison. D'accord ? Bon, quand vous faites 1300 analyses par semaine, à un moment, la fatigue, elle peut prendre un peu le pas, on peut un peu se louper. On peut se louper dans la corrélation. Ouais, c'est qui sont intermédiaires, voilà. Voilà, donc là, c'est ce que vous voyez en bas, donc c'est la sortie des machines. On a aussi une information sur la fiabilité ou le réglage de la machine, et on doit dire si elle y est ou pas. Donc ce qu'a amené l'IA, c'est la partie en haut, c'est-à-dire qu'on retrouve les molécules là-haut, et l'IA remplit toute seule la colonne que j'ai encadrée pour dire la molécule ou le poison, il est détecté ou il n'est pas détecté. Alors, ça ne s'arrête pas là, hein. La personne, elle n'est pas remplacée. L'opérateur, le technicien, il doit remplir la colonne d'à côté pour dire je confirme que cette estimation faite par l'IA, elle est bonne, ou je confirme que ce choix de l'IA n'est pas bon, ou on ne peut pas décider, il faut refaire le test. Donc il a 3 choix là-haut. Donc l'IA, c'est juste une colonne dans une interface qui va amener une information. Et donc on confirme, on ne confirme pas. Paola disait tout à l'heure, c'est du machine learning supervisé. Voilà, c'est un exemple. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Par contre, le retour sur investissement de ce genre de choses, j'ai juste une deuxième diapo. Donc le problème de l'entreprise en question, c'est les faux négatifs. Donc le faux négatif, c'est quoi ? C'est l'analyseur dit, ou l'opérateur dit, il n'y a pas cette molécule dans le fruit qu'on analyse, et en fait si, elle y est. Et donc ça c'est grave, parce qu'on va mettre sur le marché des produits qui sont dangereux. Donc eux, c'est leur problématique principale, et on voit qu'à la main, les faux négatifs, ils arrivent à être à 0,08%, ce qui est très peu déjà. Hein. 0,08, c'est très très peu pour les opérateurs qui font ça. Et ils ont fait plusieurs avancées dans les algorithmes qu'ils ont utilisés pour définir on l'a ou on ne l'a pas. Et avec l'algorithme final du mois de juillet, là, donc c'est très récent, hein, en ce moment j'accompagne cette entreprise, on est tombé à 0,005, soit 15 fois moins d'erreurs de l'un à l'autre. Déjà, ce n'était pas beaucoup, là on est à 15 fois moins d'erreurs. Au final, sur une semaine avec 1700 échantillons à tester, donc ils ont gagné 12 heures de travail avec l'IA, puisqu'il suffisait de dire oui, je confirme ou non, je ne confirme pas, ou je ne suis pas d'accord, il faut recommencer. Une dizaine d'heures sur le transfert des données pour la facturation ou le retour client. Et au final, le retraitement avec l'IA a permis de gagner une 50 heures sur 20 ETP, donc 20 techniciens qui travaillent là-dessus. Ils ont gagné une cinquantaine d'heures, ce qui représente donc 4 ETP, soit 20% de temps gagné. 20% de temps gagné, mais aussi de la fiabilité gagnée, mais aussi de la qualité de travail gagnée pour les techniciens, parce qu'ils ne sont plus en train de chercher avec la pression, il ne faut pas se tromper sur les faux négatifs, sinon on est mal. Et donc là, sur le ROI est important pour l'entreprise. Elle est partie, enfin du moins quand on a démarré ce projet, on ne savait pas quel pourrait être le ROI. Et donc c'était un intérêt de le mesurer. Ils sont évidemment très contents, ils vont aller plus loin encore, ils vont continuer à rajouter donc de l'IPA dans leur processus. Ok, intéressant. Il y avait dans les termes de ce style de joue un gros bloc de mots qui revenait, c'était autour des données, justement. Donc, je sais que, Paola, tu es assez sensible à ce type de choses par ton travail, mais aussi par la vision que tu as là-dessus. Donc, justement, qu'est-ce que la préparation des données, en quoi est-ce qu'elle est importante pour pouvoir avoir quelque chose de performant, arriver à ce type de résultat ? Alors, ce qui est le plus coûteux en général, c'est vraiment de pouvoir constituer une base de données et de comprendre qu'est-ce qu'on veut en déduire. C'est-à-dire qu'au départ, on a beaucoup de données et déjà, c'est très coûteux de les collecter, de les nettoyer, parce que souvent, il peut y avoir des erreurs. Donc, ça prend un temps énorme. C'est pour ça qu'il y a des technologies qui ont émergé autour du big data, ce qui permet de pouvoir agréger des données issues de plusieurs sources pour pouvoir ensuite les nettoyer, les préparer et permettre ainsi de pouvoir utiliser une IA sur ces données qui sont présélectionnées. Mais ce qui est fondamental, c'est
La base de données, comme j'ai dit, l'exemple Facebook, il est parlant, c'est-à-dire qu'ils ont entraîné l'algorithme sur une base de données qui était uniquement sur des personnes d'un certain type. Et du coup, en fait, après, il y avait une photo qui est apparue et du coup, ils ont suggéré d'aller vers des vidéos d'animaux. Donc, ça montre bien que quelque part, ils se sont plantés dans la constitution de la base de données. C'est pour ça que la base de données, c'est le point de départ qui est essentiel. Si vous n'avez pas de données, vous ne pourrez pas faire d'IA. Si vous n'avez pas des données de qualité, vous n'aurez pas des super résultats avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est hyper critique, c'est les données. Et ensuite, l'autre point qui est hyper important, c'est savoir qu'est-ce qu'on cherche à extraire. C'est-à-dire que si quelque part, vous avez une base de données, mais vous avez plein de données, mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous cherchez, l'IA ne pourra pas vous apporter la solution. Il faut vraiment que quelque part, vous ayez identifié la problématique, la réponse, la question pourquoi vous utilisez une IA, pour quelle raison, quoi. Donc c'est vraiment, pour moi, la donnée, c'est critique et c'est ce qui va donner finalement un résultat pertinent et qui va permettre d'apporter une réponse à une question métier. Par exemple, dans votre métier d'accompagnement, j'ai vu par exemple des projets où vous avez plein de données, par exemple sur les business plans. Donc quand il s'agit quand un porteur de projet vient avec une idée d'un business que vous avez l'habitude de traiter, c'est vrai qu'avoir un recueil de business plans de 20 ans d'expérience, c'est hyper appréciable parce qu'en un clic, vous allez pouvoir justement lui dire quels sont les points faibles, les points forts de son projet. Donc ça, l'IA typiquement, enfin le big data, peut apporter des solutions extrêmement pertinentes, il me semble, dans votre métier. À l'inverse, peut-être que il pourra jamais remplacer ce que vous apportez lorsque quelque part quelqu'un vient et qui vous pose des questions et sur un business bien particulier et que du coup dans la base de données vous n'avez jamais répertorié ce business. Vous voyez, c'est vraiment faut voir comme une aide à la décision, mais pas plus que ça, quoi. Vu que tu te retournes vers Yael, justement, est-ce qu'il y a une prise de conscience de ces données au sein des chambres de métier, par exemple, ou dans ce que tu vois dans ton métier? J'ai l'impression que vous voulez parler de mes frustrations, Stéphane, mais si tel est Non, le cas, pas tellement. il va falloir un divan et puis prolonger un peu la séance. Non, évidemment, tout ce que viennent de dépeindre Gilles et Paola, c'est ma vie au quotidien de support région, d'équipe création qui accompagne des porteurs de projets création reprise tout au long de l'année et depuis des années. Il est vrai que le constat, souvent, c'est qu'on fait plusieurs milliers de porteurs de projets à l'année, qu'on accompagne sur la durée. Je ne parle pas d'un rendez-vous d'une heure, hein. Je parle de 10 heures, 20 heures d'accompagnement individuel, couplé à de la formation, enfin bref, j'en passe. Et vous savez aussi bien que moi tout ce que peut recouvrir justement l'accompagnement de porteurs de projets. Et le constat, c'est, ne serait-ce qu'au moment du bilan, c'est que malheureusement, on capitalise que trop peu de données. Pas que l'idée c'est de les fliquer, mais bien au contraire, mais faute de sens, parce que je pense aussi qu'à un moment donné, en complément des expositions brillantes de mes collègues, la vraie problématique autour de l'IA, de la data de manière générale, et le lien avec l'accompagnement à l'entrepreneuriat, c'est le sens. Paola disait, si on veut faire quelque chose, la base du big data ou de l'IA, c'est la donnée. Sauf qu'à un moment donné, si on dit aux gens collecter pour collecter, moi perso, ça me fait pas trop vibrer. En plus de ça, il faut donner les moyens. Ça ira au-delà même du sens. Il faut qu'il y ait des outils, il faut qu'il y ait des supports, il faut que tout ça ait aussi un sens pour le client qu'on accompagne, le porteur de projet. Et pour ça, il faut investir, il faut que ça corresponde à une stratégie. On y reviendra tout à l'heure. Alors, quand on se regarde, on pleure, c'est ça, puis quand on se compare, on se console, parce que là, je parle des chambres de métier, mais in fine, j'ai la prétention de connaître bien aussi nos cousins des chambres de commerce. J'ai la prétention aussi de connaître un certain nombre de réseaux de financement, d'accompagnement, de pépinières sans pépins, enfin bref, de tout l'écosystème que peut recouvrir la création reprise. Et on n'est malheureusement pas les seuls. C'est-à-dire que la problématique que je rencontre moi au niveau du réseau des CMA, il est valable pour tous. Et qu'au-delà même d'un réseau, on pourrait imaginer aussi que tous collectivement, on traite de la donnée pour, dans un objectif, de mieux accompagner les porteurs de projets. Sauf que ma problématique aujourd'hui, c'est que la donnée, il faut qu'elle existe. Quand elle existe, il faut qu'elle soit un minimum normée.
structurée et qu'elle puisse être pré-analysée. Parce que si vous allez analyser un business plan d'un porteur de projet, ça va. Quand vous en avez des milliers, si vous n'êtes pas aidé, ça risque d'être compliqué. Même en maîtrisant Excel. J'ai essayé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en soi, et ça rejoint encore une fois ce qu'on abordera après sur la notion de remplacement par remplacement, non. Il ne s'agit pas évidemment de remplacer l'écoute, l'humour, la bienveillance que peut avoir un conseiller qui accompagne un porteur de projet, mais l'idée c'est qu'aujourd'hui, ma vraie frustration, pour en finir sur ce sujet, je vous fous la paix avec ça après, c'est quand même de se dire que c'est malheureux dans le sens où il y aurait, à mon avis, pas grand chose à faire pour optimiser, enfin faciliter le travail du conseiller, lui donner le temps de ce qui est, on va dire, le cœur de sa compétence, l'accompagnement, plutôt que de passer son temps à droite, à gauche à récolter des informations. Et puis surtout d'augmenter, pour reprendre le terme de la conférence, l'accompagnement qu'on peut proposer. Donc oui, il y a un vrai sujet là-dessus, et oui, on a encore du chemin à faire. Je le pense, oui. Oui, tout à fait. Et donc dans cette série de questions, on devait revenir vers Anaïs, qui est la société Live Mentor, et eux justement avaient un cas d'usage autour de ça. C'est-à-dire que eux, c'est une plateforme qui vise à mettre en relation des start-upers, donc des porteurs de projets, avec ce qu'ils appellent des mentors, mais ce sont essentiellement des consultants, qu'ils soient indépendants ou pas. Et l'objectif, c'est en fonction de la présentation du projet, en fonction du besoin exprimé et aussi du business plan, de mettre en relation avec des consultants qui vont leur amener quelque chose directement adapté aux besoins. Et ils ont explosé au moment du confinement, où ils sont arrivés à un peu plus de 14 000 en relation, et eux prélevant un pourcentage sur la mise en relation et ce qui va être généré derrière. Et c'était intéressant parce que justement, ils ont mis du temps à trouver la solution, l'adéquation entre ce que va décrire un consultant, c'est-à-dire ses compétences et sa valeur ajoutée, et ce qui est mis et ce qui est exprimé par les porteurs de projet. Oh, oui. Vas-y, je t'en prie. Donc tu as une anecdote, c'est ça? Oui, comme on n'a pas... Il nous manque une intervenante, du coup on a un petit peu de temps peut-être. Juste une anecdote qui m'avait fait beaucoup rire. C'est une société électronique qui vend donc des produits et qui assurait le support client au travers d'un forum. Et donc sur le forum, donc, il y a des salariés de l'entreprise qui répondent aux problèmes des clients. Et un jour, ils se sont dit, on pourrait faire un chatbot qui va répondre comme ça, au lieu d'avoir 20 personnes au support technique, peut-être qu'avec 10, ça suffirait si on peut traiter la moitié des cas simples. Et donc, ils n'ont rien trouvé de mieux que faire apprendre l'algorithme d'intelligence artificielle à partir des messages échangés sur le forum. Et donc, le premier jour où ils ont mis le chatbot en marche, il y a des clients qui appelaient pour donner leurs problèmes au chatbot. Ils se faisaient insulter. Les clients se faisaient insulter. Et oui, parce que dans le forum, il y a des clients qui n'étaient pas contents sur les réponses, par exemple, du support technique, et ils insultaient un peu le support technique. Et comme ils n'avaient pas nettoyé les données, donc le chatbot, il avait appris les insultes. Et donc, les clients se faisaient insulter, et donc ils ont dû tout arrêter et tout reprendre et nettoyer les données pour éviter ce genre de gag, quoi. Voilà. C'était l'instant blague. D'accord. Alors je le savais pour le chatbot qui a été mis en place par Microsoft sur Twitter, justement pour aller venir sur un certain nombre d'allers-retours sur Twitter, mais pas dans le cadre dans ce cas-là. C'est assez caustique. On va aborder la deuxième partie qui correspond pas mal au thème, c'était de voir justement, donc on a parlé de l'IA, un certain nombre de définitions, ça peut être intéressant justement de parler du besoin prospectif. Alors Yael, tu as vraiment bien introduit la suite justement avec cet aspect de vision et autres. La première, donc cette question sur la transformation de nos métiers par l'IA, on l'a posée à Cécile Dejoux pour savoir un petit peu quelle était sa vision là-dessus. Alors, c'est une très bonne remarque. Ils ne seront absolument pas remplacés en tant qu'individus, mais les tâches qu'ils font, bien sûr, vont évoluer et certaines d'entre elles seront mieux réalisées par des IA. Donc, la question à se poser, c'est où est ma valeur et comment je peux monter en compétence pour demain continuer à faire ce métier, mais dans un nouveau cadre avec des nouvelles réalisations, des nouvelles missions et des nouvelles compétences. C'est ça la question qu'il faut se poser. Et pour ça, donc comme je l'ai déjà dit, il faut avoir le vocabulaire, il faut comprendre l'univers, il
faut être IA compatible avec ces nouvelles compétences et il faut se poser la question tout de suite de comment l'IA va me permettre d'accéder à de nouvelles activités. Je vais vous donner un exemple très simple. Chez les experts comptables, on le sait, l'IA a disrupté le métier. Vous avez ceux qui commencent à voir l'hécatombe donc, de l'activité et puis ceux qui se régénèrent et qui utilisent l'IA pour développer de nouvelles activités comme la certification des algorithmes par exemple ou développer leur activité auprès des TPE-PME parce que grâce à l'IA, on a des nouveaux dashboards, des nouvelles propositions de services. Eh bien, c'est pareil, dans votre métier d'accompagnement, il va falloir réfléchir sur les tâches qui vont pouvoir être faites mieux par l'IA et comment les contrôler, comment vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, les tâches où vous allez pouvoir travailler avec elle pour aller plus vite et puis les tâches que vous allez faire grâce à elle, que vous ne pourrez pas faire sans elle et sur lesquelles il va falloir vous former et vite devenir leader. Voilà, d'après moi, vraiment la bonne méthodologie. Il ne faut pas avoir peur, il faut comprendre, se former et tester. Ok, intéressant. Par contre, ce que tu évoquais, Yael, on va y revenir. Tu anticipais un certain nombre de craintes ou un certain nombre de réticences à ça. Elle parlait d'IA compatible. Est-ce qu'on est tous IA compatibles ? Alors, comment dire, sur cette dimension, déjà, il y a les personnes et il y a les entités. À ce titre-là, je pense qu'on est effectivement tous IA compatibles. Après, la vraie question à se poser, c'est, s'il faut parler de nos entités, c'est que si on veut être IA compatible, il faut réellement se saisir du sujet. Elle évoquait les experts comptables, mais comme tout un tas de professions, en fait, je parlais tout à l'heure des taxis, ils ont découvert la carte bleue quand ils ont pris Uber dans la tête, ce qui est quand même un peu dommage dans le sens où c'était légèrement trop tard. Donc l'idée, c'est que si nos entités de l'environnement ou de l'accompagnement de la création reprise veulent être IA compatibles, il faut absolument qu'elles y soient sensibles, évidemment, qu'elles se saisissent du sujet, comme je l'évoquais tout à l'heure, qu'elles donnent du sens aussi à tout ça, et ça c'est par rapport aux collaborateurs ou aux conseillers de manière générale, ils peuvent être compatibles à condition de leur donner du sens. C'est aujourd'hui ce qui manque cruellement. On est, en tout cas dans les métiers, me semble-t-il, on est sur une évolution très significative du marché, la concurrence, l'explosion des volumes accompagnés, les profils, il y a tout un tas d'évolutions qui sont quand même très significatives. Et dans un domaine qui aujourd'hui se caractérise quand même par une forme d'abattage, si vous me permettez l'expression, il faut donner du sens. Et auquel cas, ces entités et ces collaborateurs deviendront compatibles. Par ailleurs, ça doit correspondre à une stratégie, c'est-à-dire que ça peut pas comme ça, on passe pas du jour au lendemain on a quelques données qui traînent à droite, à gauche, on essaye d'en faire quelque chose, mais pour l'instant ça marche pas. Non, il faut que ça soit réellement intégré dans la stratégie, il faut que ce soit un pilier des structures comme les nôtres qui sont au contact des porteurs de projets. D'ailleurs distinct de toute dimension politique, parce qu'encore une fois, il faut dépasser ça, quoi. Là, on est vraiment sur un changement fondamental qu'il faut accompagner et intégrer dans sa stratégie. Il faut aussi, à mon avis, changer de curseur, à savoir que c'est des dimensions qui, dans un certain nombre d'endroits ou d'entités, sont considérées comme des dépenses, alors qu'en réalité, ce sont des investissements. On passe notre temps à dire ça aux porteurs de projet, quoi. C'est-à-dire que votre bagnole, en soi, oui, ça vous coûte, mais en même temps, sans elle, vous ne pouvez pas bosser. Donc, c'est plus un investissement qu'un coût dans l'absolu. Donc réellement, moi je pense que si nos entités, et de manière générale les équipes qui les constituent, que je félicite aujourd'hui parce qu'elles font un travail remarquable, il faut qu'elles sortent de l'opportunisme qui les a souvent caractérisées, c'est-à-dire de saisir une mode, un sujet, un financement parce que ça fait bien, et puis non, si réellement on veut être IA compatible, il faut sortir de l'opportunisme et devenir l'opportunité. Parce que la data que vous allez collecter, l'expérience que vous allez, ou la connaissance, comme le disaient Gilles et Paola tout à l'heure, que vous allez emmagasiner, c'est ce qui va faire demain votre différenciation dans un marché toujours plus concurrentiel et qui, de fait, vous permettra de bonifier et de satisfaire encore plus vos clients. Donc, en soi, il y a un vrai changement de modèle à aborder, ce qu'évoquait aussi, je suis désolé, j'ai mangé son nom, à la fois de la part des conseillers, justement sortir de la crainte et se dire qu'il vaut mieux accompagner le mouvement que le prendre en pleine figure. Et puis vraiment, se saisir de cette opportunité en toute conscience. Okay.
Et Paola, tu es d'accord avec ça? Et deuxième, autre question aussi autour de ça, sur les structures qui vont demander à un chargé de mission d'imaginer une IA, quels sont les éléments un petit peu à mettre en place pour faire amener un décideur à comprendre ce qu'il faut mettre sur la table pour créer quelque chose qui a un peu de cohérence? Déjà, c'est un peu ce que Yael a dit et Cécile Dejoux aussi, c'est déjà comprendre quelque part l'enjeu et essayer de convaincre du coup sa hiérarchie sur l'enjeu de pourquoi collecter les données, quel est le service cherché, qu'est-ce qu'on va apporter comme valeur ajoutée par rapport à l'existant en fait, et comment quelque part vous allez, vous en tant qu'accompagnant, aller gagner en temps, en confort, en qualité, en rendu. Enfin vraiment, je pense qu'il y a tout ça où il y a une vraie réflexion à mener à mon avis. Et après, il y a la partie technique, c'est une fois que vous avez tout ça déjà en clair, parce que du coup, c'est vrai que c'est tout nouveau hein, quand même. Je pense que c'est déjà un énorme enjeu. Et du coup, après, c'est la partie technique, c'est comment on constitue les données, quel est le sens qu'on veut leur donner. Est-ce que du coup, on essaye de proposer des outils comme par exemple la gestion des contenus vidéo des mentors, par exemple, c'est un nouveau service qui peut être payant pour les porteurs de projets. Donc, c'est vrai que ça amène un nouveau type de business que jusqu'à maintenant, c'était plus... et au final, c'est totalement complémentaire par rapport à ce que vous faites au quotidien. Donc, quelque part, c'est un peu ce qu'elle disait, c'est savoir quelle est ma valeur ajoutée et qu'est-ce que l'IA peut apporter en plus finalement aux porteurs de projets pour les accompagner dans leur quotidien, et que du coup ça va me faire dégager du temps pour que je puisse accompagner mieux encore quelque part les autres porteurs de projets. Et d'un point de vue technique, voilà, une fois que vous avez résolu ça, d'un point de vue technique, c'est les données. Il faut avoir des données. Si vous n'avez pas des données, énormément de données qualitatives et de plusieurs sources, parce que si vous avez que votre base de données que vous avez constituée dans votre coin, du coup forcément les résultats seront un peu biaisés. Donc il faut beaucoup de données, le plus large possible, et après se poser la question qu'est-ce que je veux apporter comme réponse, et quelle IA après derrière, si vous demandez à un informaticien de résoudre, de prendre l'algorithme qui va bien pour répondre à votre question, quoi. Okay, voilà. Intéressant. Et on revient vers Gilles justement sur la transformation du métier. Ce que ça va amener. Alors tu m'as demandé de projeter un schéma. Ouais, un schéma. Celui-ci. Ouais, celui-là. En fait, on reprend un schéma qui sort toujours de l'offre commerciale CGI. C'est comment on met en place une IA dans une structure, et notamment pour faire de l'IPA, donc faire une personne augmentée. Et donc, si on regarde là-haut, on prend dans la structure des processus. Normalement, vous les avez déjà si vous avez fait vos déclarations RGPD, si vous avez ISO quelque chose. Normalement, les processus, vous les avez. Si vous n'avez pas, il faut s'y coller un peu. Donc, on prend un processus là-haut qui est figuré, dans lesquels il y a des endroits où il y a de la valeur ajoutée, des endroits où les activités sont absolument indispensables, et puis des temps qui sont gaspillés un peu partout. Donc on prend ce processus-là et on analyse ça en qu'est-ce qui est effectivement une valeur ajoutée de l'opérateur, donc vous, moi, j'accompagne des entreprises aussi, qu'est-ce qui peut être totalement automatisé, et donc c'est des tâches rébarbatives la plupart du temps, je pourrais en citer, j'en connais. Oui, je vais en citer d'ailleurs, je ne vais pas me gêner. Et surtout, donc aussi, on gagne du temps sur plein de choses parce qu'il y a des interfaces qui sont un peu plus automatisées. Du coup, après ce travail donc, de détection de la valeur dans vos processus, on a un nouveau processus qui est quasiment moitié plus court que l'autre, avec des tâches inintéressantes dont l'opérateur se décharge. Donc du coup, sa qualité de travail est meilleure. Donc si je vous donne un exemple que vous connaissez aussi, puisque sûrement, comme moi, vous accompagnez donc des entreprises, moi c'est pour l'innovation, mais par exemple, trouver des rendez-vous quand on fait un projet collaboratif à 4 personnes, c'est une galère sans nom, alors que ça pourrait être totalement automatisé, ça n'apporte rien de trouver. On pourrait dire à une IA, je voudrais trouver un rendez-vous avec telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, dans cette semaine-là, éventuellement,
Et puis l'IA, elle va aller consulter tous les agendas des uns et des autres. Elle va être capable de déplacer un rendez-vous qui n'est pas important chez quelqu'un pour libérer un slot qui va être commun à tout le monde, par exemple. Ça c'est une activité à zéro valeur ajoutée. Hein. Donc, c'est pas la peine qu'on joue à ça, on passe du temps à faire ça. Autre truc, je fais du reporting. J'imagine que vous aussi, vous en faites. Moi, je fais du reporting pour ma structure ad hoc. Je fais du reporting pour la région. Je fais du reporting pour l'Europe. Et donc, je saisis 3 fois la même chose de mon calendrier Outlook pour aller remplir dans la bonne plateforme ce que je fais. Zéro valeur ajoutée. D'accord ? Ça pourrait être automatisé totalement. Pourquoi je vais passer du temps à faire ça ? D'accord ? Ça ne sert à rien. Voilà. Donc, des tâches sans valeur ajoutée, on en a tous. Voilà. Et ça, on peut l'éliminer avec l'IA. C'est là qu'on va avoir une vraie valeur ajoutée. En termes de qualité de travail, parce qu'on ne fait plus les trucs qui énervent tout le monde, et en termes de temps, puisqu'on va avoir un peu plus de temps, soit pour traiter plus d'entreprises, soit pour traiter mieux les entreprises. Voilà. C'est très intéressant. Je regarde le temps. On va prendre des questions dans la salle, de sorte à pouvoir faire en sorte que tout le monde, s'il y a des questions qui viennent, qu'il y ait la possibilité d'avancer. Oui. Je vais voir si le micro est branché. C'est bon. Oui, merci pour votre présentation. Du coup, je vais rebondir sur la question du reporting. Juste si vous pouvez vous présenter. Oui, je suis Christophe Salette, donc CCI Nord-Isère, Chambre de commerce. Et donc, juste avant, on avait une table ronde sur le financement. Il était évoqué effectivement la diffusion et la génération d'un certain nombre d'indicateurs de pilotage sur la partie financement. Hein, donc, les financeurs, souvent, on a des projets, des modèles économiques qui sont complexes avec des financeurs qui nous demandent un certain nombre de chiffres, de reporting, c'est normal. Des fois, nos données sont dans ce sens-là, alors qu'on va les produire dans ce sens-là. Je ne sais pas si tout le monde voit, mais voilà. Donc, on fait sans doute beaucoup de reporting. Peut-être une question pour Yael et puis pour Stéphane, puisque vous êtes dans le même type de structure. Globalement, est-ce qu'il y a des exemples concrets d'automatisation comme ça, de ces reportings, qui sont issus souvent de nos systèmes d'information internes et qui peuvent être, et qui nécessitent du retriturage de données à la mimine, voilà, et effectivement des longues heures des soirées, voilà. Enfin. Je vais répondre pour moi. J'ai rien vu de probant jusqu'à présent. Rien de satisfaisant. Et toi, Yael ? Alors, à peu près la même analyse, mais par contre, qu'il y ait des gisements, ça c'est une certitude. Je pense à la préqualification. Les flux en matière de création d'entreprise, la préqualification, c'est excessivement chronophage et au final, bon, il y a une valeur ajoutée, mais qui est quand même pas d'une passion différente. Je pense au FSE qui finance aussi très souvent les actions d'accompagnement aux porteurs de projets, qui sont extrêmement chronophages, qui ne représentent aucune valeur ajoutée, qui sont souvent incomprises aussi par les porteurs de projets eux-mêmes. Que le denier public soit bien utilisé, c'est une évidence, mais encore faut-il qu'il ait un sens et puis surtout qu'il soit automatisé parce que ça devient réellement infernal. Et puis, moi, je pense aussi à des tâches qui pourraient, sans dire d'être mis de côté, mais au moins valorisées. C'est tout à chacun ici, on écrit beaucoup de choses quand on voit nos porteurs de projets création reprise. On écrit, mais sans que ça soit réellement normé. Et l'IA, pour moi, ça serait une énorme valeur ajoutée qu'elle puisse capitaliser toute cette matière un peu sémantique, non normée, qu'on n'utilise pas, faute de justement pouvoir la capitaliser. Donc c'est dans la tête d'un collègue, ce qui est très bien, hein, et il y en a plein des riches et d'excellents. Le problème, c'est que cette donnée-là, elle n'est pas partagée et on s'en sert pas. Donc il y a des essais sur la sémantique, il y a des gens qui travaillent un petit peu là-dessus. Enfin, je sais qu'il y a une boîte notamment de Haute-Savoie qui s'appelle Sphinx et qui est un peu dans l'univers de la donnée, qui travaille un peu sur la sémantique, mais ça reste très 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 balbutiant, ça reste très approximatif. Et malheureusement, l'approximation avec le FSE, vous savez comme moi que c'est pas vraiment leur tasse de thé. Donc non, pour répondre à votre question, qu'il y ait des gisements, ça c'est sûr. Qu'il y ait des expériences éprouvées ou tout au moins des résultats probants, à ce stade, malheureusement, j'en ai pas encore vu. Bon alors, faut vous y mettre, les gars, on a besoin de vous. Hein. Croyez bien qu'on y travaille. D'autant que moi, il y a une vingtaine d'années, je travaillais pour une entreprise qui travaillait là-dessus, justement, qui était basée à Paris. Et on commençait à travailler sur les premiers outils autour du sémantique. Pareil, je confirme, il n'y a rien eu qui correspond à ce qu'on voudrait et ce qui permettrait d'avoir cette vraie valeur ajoutée, comme ce que tu as présenté tout à l'heure pour les produits phytosanitaires. Mais à l'époque, il n'y avait pas les mêmes méthodes qu'il y a maintenant qui permettent d'arriver assez rapidement à des représentations graphiques
ou à une représentation codée de ce qu'on voulait. Peut-être que ça pourrait changer. S'il y a d'autres questions, oui. Non. Oui, je voudrais rajouter une chose dont on n'a absolument pas parlé, c'est ça coûte l'IA ou ça coûte pas? Parce que si ça coûte pas, pourquoi on n'en a pas partout, puisque vous le dites, vous voulez. Mais bon, si vous avez des données qui sont à peu près propres, on va dire ça comme ça, et s'il y a un algo d'IA qui est capable de les traiter, ça va pas coûter cher. Ça va coûter des heures de CPU là, d'un serveur chez IBM, Google, Amazon ou qui vous voulez. Donc du coup c'est super, ça coûte pas cher. Si par contre, comme dans le cas de l'entreprise sur les analyses phytosanitaires, il n'y a rien sur le marché pour vous aider et que les données, c'est ésotérique, là, ça sort des courbes d'analyseurs sur papier, là, quasiment, ça veut dire qu'il faut la construire. Pour info, l'entreprise en question, aujourd'hui, pour arriver donc au résultat que vous avez vu là, a dépensé 1 million d'euros. Ah, quand même. Ouais. Bon, c'est pas une petite boîte, ils ont les moyens. Et puis la région a financé. Donc, et puis je les ai accompagnés. Donc, on est allé qualifier 2 plateformes, on a fait les tests chez le prestataire, et ils ont fini par mettre en place les algos. Bon, moi, je leur ai rien coûté déjà, c'est pas mal. Mais le prestataire, ça a coûté pas mal. Et en interne, ils ont dû reformer les 20 techniciens donc, aux nouvelles méthodes avec l'IA. Ça a coûté du temps. Donc, au final, ils ont estimé, là, au jour où ils en sont, à 1 million d'euros le coût de l'installation de l'IA. Ils sont tellement contents qu'ils vont continuer. Donc, ça veut dire que ce million, pour eux, il y a un retour sur investissement qui est plus important que ça. Ta remarque très pertinente, on est tous partis billes en tête sur les changements de métier par les coûts, alors que nos décideurs commencent d'abord par cet aspect-là. Le retour sur investissement, je dirais, parce que c'est pas tellement le coût. S'il faut des... Voilà. Il y avait une autre question. Non, alors c'est pas une question et j'ai pas envie de vendre mon beefsteak, je dirais là maintenant, mais c'est parce qu'il y avait cette question de savoir est-ce qu'il y a des choses qui existent. Je participe à la séance de digitalisation demain et je présente l'outil qu'on a. Ça fait 9 ans, c'est la 3e version qu'on fait exactement ce que vous recherchez. Vraiment. Alors je ne dis pas que c'est la panacée, mais oui, c'est la collecte industrialisée, ce qui n'a pas de valeur ajoutée. C'est la collecte de données fiables, en temps réel. Et quand vous me parlez des reporting FSE et tout, en un clic, ils sortent chez nous. Et ils sortent pour le FSE, pour la région, pour le... Et donc, donc venez me voir. Je ne dis pas que je répondrai à votre truc, mais il y a des choses qui existent. Je suis beaucoup plus fort en conceptualisation qu'en marketing et qu'en vente. Mais voilà, je suis là pendant 3 jours. Venez me voir, ça vous sert pas, c'est pas grave, mais il y a des choses qui existent. Bon, il y a une masterclass à ce sujet ou pas? Ce serait judicieux de faire une masterclass. Mais demain, il y a une présentation qui est prévue l'après-midi, je crois, du concept et autres. Mais voilà, c'est ma passion depuis 9 ans et on ne fait que ça. Et voilà. Okay. Il n'a pas dit ça, que c'était gratuit. Non, mais c'est un investissement et pas un coût. Et un investissement, c'est une mutualisation personnalisée. Donc, c'est une économie d'échelle et une intelligence collective. Référence à la séance outils bonne pratique qui aura demain après-midi. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, j'arrive avec le micro. Merci. Pendant qu'ils arrivent au micro, sur l'intelligence artificielle, une fois j'ai entendu un exemple que vous pourrez garder en tête. Pour un algorithme donc, de machine learning supervisé, qui reconnaît des chats dans des photos, par exemple, il faut donner 17 000 photos de chats à l'algorithme qui va apprendre pour qu'ensuite il reconnaisse un chat dans une photo. Si vous prenez un enfant de 5 ans et vous lui montrez 2 photos de chats, il sait reconnaître un chat. Voilà. D'ailleurs, c'est un très bon sujet sur lequel, à l'Université de Toulouse, ils ont pas mal travaillé. Et en fait, au tout départ, l'intelligence artificielle considérait que... Donc, elle avait pris un certain nombre de formes anatomiques. Mais la différence entre un chat et un chien, le museau n'entrait pas d'abord en premier élément de différenciation, c'était le collier. Est-ce qu'il y avait un collier ou pas de collier? Parce que dans quasiment toutes les photos sur les chats, il n'y avait pas de collier, alors que pour les chiens, oui. Et donc, lui avait dit que la différence entre un chien et un chat, c'était le collier. Donc, on revient à ce qu'on avait dit
sur la donnée et la qualification. Je vous en prie, monsieur. Oui, bonjour, Benoît Dimala, donc je m'occupe d'une pépinière d'entreprise sur Bordeaux. Je voudrais revenir un petit peu sur le big data que j'ai entendu. Bon, c'est vieil entrepreneur, ça fait plus de 30 ans. Les banques aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, elles ont quand même collecté beaucoup de données et en fait, on s'est rendu compte que pour trouver du financement d'une entreprise, je parle en aval, elles ont mis quand même une méthode de scoring. Alors, je ne sais pas si c'est assimilable ou pas, mais je pense qu'ils ont aussi des datas qui sont très très importantes et ils ont commencé déjà à réfléchir sur cette notion-là parce qu'assez rapidement, l'humain n'intervenait plus, c'était juste le scoring qui vous permettait de savoir si vous financiez ou pas. Donc déjà, je dirais, il me semble que les datas doivent exister, ne sont peut-être pas dans les bonnes cases, dans les bonnes poches, mais déjà ça existe, il me semble. Voilà. Oui, juste pour répondre à votre remarque, il y a une société américaine qui s'appelle UiPath, qui est la première du secteur RPA quasiment, qui a levé l'année dernière 700 millions de dollars et qui fait effectivement, qui intervient sur le marché de la comptabilité, la finance, donc la banque et l'assurance. Donc quelque part la data elle existe, elle n'est peut-être pas dans chez vous, mais moi je pense qu'il y en a déjà qui ont compris ça depuis longtemps déjà, quoi. Juste à BPI, on n'a pas de scoring, c'est vraiment les chargés d'affaires qui. Voilà. Je parlais des banques. Je parlais des banques. Ben, on est une banque, c'est pour ça que je précise que les autres banques, mais nous non, on ne fait pas ça. Et si je reviens sur l'accompagnement, et j'ai entendu parler de business plan, ma crainte elle est de dire qu'aujourd'hui, si on veut faire de la data sur des business plans pour que ça aide à la décision, moi ce que je ressens chez les nouveaux entrepreneurs, et ils ont tendance maintenant à faire des business plans qui correspondent à ce qu'on veut aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus des vrais business plans, on a des business plans pour trouver son financement, en disant je vais embaucher 3 personnes, je vais faire 30% de croissance, mais finalement, on est en train de déformer peut-être ce qui était il y a 10-15 ans, c'est-à-dire que l'entrepreneur cherche à faire quelque chose de réel, et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas du sujet ou pas, mais à vouloir faire de la base de données, on va répondre à ce que les gens veulent entendre. Alors je vous remercie vraiment de votre question parce que oui, j'ai comme vous constaté cette tendance et encore quand vous dites 3 salariés, 3% ou 30%, c'est les plus prudents hein, parce que la plupart du temps, moi il y a des fois j'arrive même pas à croire ce que je lis. Mais bon, non mais vous touchez du doigt un point qui me semble fondamental, c'est que, et c'est ce qui nous amène aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de ça en fait, dans le sens où, encore une fois, pour moi, et je reprendrai les mots de Paola et j'en ferai les miens, c'est que la donnée en soi ne sera qu'un outil de décision, un outil d'aide à la décision, un outil au service du conseiller. C'est-à-dire que pour moi, la data, elle va notamment aider le conseiller à valider l'adéquation femme-homme-projet, à confirmer son intuition, son expérience. En aucun cas, elle va prendre sa place et il ne faut jamais qu'elle prenne sa place. Elle va juste le conforter. Vous parliez du prévisionnel financier, je vais y arriver. L'idée, c'est évidemment pas de dire, bon bah voilà, sur les 30 dernières années, on a fait comme ça, donc le mieux, c'est de faire comme ça. Non, l'idée, c'est de sécuriser les choses, quelque part, en vérifiant, parce que un business plan, c'est beaucoup de chiffres, c'est beaucoup de lignes, c'est beaucoup de calculs, et à des fois, quand on en fait, bah, on peut passer à travers de certaines choses, manquer de justesse. L'IA, ou de manière générale, la data va venir en aide, va venir sécuriser le conseiller qui va accompagner, mais elle ne le remplacera pas. C'est pas possible pour moi. Sur la dimension aussi, je dirais juridique, protection sociale, là aussi, on pourrait se dire, bon bah voilà, monsieur, il a 25 ans, il est marié, il a un chien, donc voilà, c'est ça, sa protection sociale. Non, mais c'est des choses qui évoluent tellement vite. C'est des choses qui aujourd'hui sont même quasiment impossibles pour un être humain à suivre, entre fiscal, juridique, etc. Bon bah là c'est pareil, on sera sur un outil qui va aider, qui va orienter, mais qui en aucun cas prendra la décision. Et puis c'est le cas aussi sur l'implantation, sur le lieu où on doit aller, bah, ça va nous aider à nous perfectionner, à augmenter nos connaissances. Les études de marché, ça va les bonifier. En aucun cas, et d'ailleurs on le dit tous les jours aux porteurs de projets, l'étude de marché, ça n'est pas l'alpha et l'oméga. Le business plan, il est aujourd'hui comme ça, demain il sera autrement. Donc en soi, pour moi, il n'y a vraiment aucune crainte à avoir, notamment parce que vous êtes, encore une fois, des êtres humains et dotés d'humour, d'intelligence, de bienveillance, etc. Mais aussi parce que vous serez en capacité d'interpréter et d'être, à mon avis, beaucoup plus capable qu'un enfant de 5 ans, qui aujourd'hui, en gros, est assimilable à l'IA. Donc non, je ne pense pas que ça soit l'alpha et l'oméga. Que certains s'en soient emparés et les détourner, c'est une certitude.
Que ça soit demain, on va dire, le quotidien d'un conseiller qui accompagnera des porteurs de projets, ça, j'en suis sûr que non. Votre question est aussi intéressante parce qu'en préparant la conférence, on allait faire venir aussi une personne d'une banque à cette table ronde parce que la personne était capable de dire les projets qui ont bien marché ces 6 dernières années, ce ne sont pas des projets qui étaient dans les ratios de ce que voulaient les banques. Preuve que ce qui compte, c'est d'abord le projet et pas seulement le business plan. Mais cette réflexion, les banques sont en train de le voir. C'est-à-dire qu'elles marchent par ratio, on le sait très bien, ça fait partie de leur outil de décision. Mais les projets vraiment intéressants qui correspondaient à des succès qui ont eu lieu en France, les banques auraient pu les rater si elles étaient uniquement sur des ratios. Oui. Alors, j'ai parlé d'adéquation femme-homme-projet. Voilà, j'ai bien intégré les deux. Si je peux me permettre, si on va jusqu'au bout, parce qu'on parle quand même d'entrepreneurs, quelque part, le projet, c'est quelque chose d'important, mais on se rend compte avec le temps que c'est l'homme ou la femme qui sont sur la réussite du projet. Et effectivement, là, l'intelligence artificielle, on n'y est peut-être pas encore sur le sujet, quoi. Selon moi, ils ne sont pas opposés. Hein. C'est vraiment une adéquation je suis d'accord. On parle bien de la même chose, là. Ok, merci. Oui, il y a une question. Je vous amène le micro. Oui, alors moi, ma question, elle est par rapport aux data, justement, puisque les data, elles sont actuelles ou elles sont passées. Donc, est-ce que, justement, c'est pas la limite de l'intelligence artificielle, en fait, de se baser, en fait, sur le présent et le passé, alors que l'esprit humain a la capacité à inventer? Mais ça rejoint exactement ce qui vient d'être dit, à savoir que ça reste une aide à la décision, mais la décision, elle vous revient toujours. Quoi qu'il arrive, c'est pour ça que pour moi, l'humain reste toujours au cœur du métier et les datas sont là pour donner une autre vision, extraire une information qui n'est pas visible à l'œil nu, à partir de grandes masses de données de l'histoire. Mais vous, à partir de cette information, vous prenez la décision. Donc ça reste vous le maître de la décision. Et d'autres facteurs vont rentrer en compte, comme par exemple le facteur humain, que l'IA ne peut pas prendre en considération. Parce que des fois, on n'a pas... Oui. La question, c'était pourquoi est-ce que c'est de l'intelligence artificielle et pas juste de l'analyse de données? Eh bien non, parce que des fois, on a des données et on n'a pas la formule qui permet de calculer le ratio ou la valeur qu'on cherche. Elle n'existe pas, cette formule. Donc, du coup, on est obligé d'apprendre avec des modèles et de donner donc, les données actuelles, là, celles qu'on veut analyser, donc à l'intelligence artificielle pour qu'elle nous fasse une classification de la situation. Parce qu'il n'y a pas de forme. Par exemple, j'étais en train, en même temps que je vous parlais, d'essayer de trouver un exemple, mais Paola l'avait cité, le spam, la détection de spam dans les mails. Il n'y a aucune formule qui existe pour ça. On est obligé de faire avec de l'IA, sinon ça ne marche pas. Et en plus, vous, si vous avez des mails de la Redoute, par exemple, peut-être que c'est normal parce que vous avez déjà commandé dessus. Pour moi, la Redoute, c'est du spam. Moi, je ne vais jamais sur la Redoute, d'accord? Donc, on ne peut pas donner des règles figées pour certaines données. On est obligé de faire appel à l'intelligence artificielle parce qu'il n'y a pas de formule. Moi, si vous me trouvez la formule du spam, je suis preneur, mais elle n'existe pas. D'accord? C'est chacun a un cas particulier et c'est compliqué de trouver ça. D'ailleurs, là, pour ceux que ça intéresse, si jamais il y a des informaticiens dans la salle, pour le spam, c'est du machine learning supervisé, c'est un heuristique bayésien, ça s'appelle. S'il y en a que ça amuse, si vous sortez ça dans une phrase, ça va faire mal. Vous dites, votre IA, là, c'est un heuristique bayésien. Bon, c'est ce qui est utilisé dans le spam, c'est-à-dire que c'est au fur et à mesure que vos mails arrivent, vous dites c'est du spam, c'est pas du spam. Si l'IA derrière elle se trompe, vous la corrigez. Il vous a mis un mail en spam, vous dites non, c'est pas du spam. Et donc lui derrière il recalcule son algo pour s'adapter à votre situation à vous. Et il est capable de définir pour les mails futurs si c'est un spam ou pas. Mais il n'y a pas de formule. Donc on ne peut pas faire de l'analyse de données. Alors je vois l'heure qui avance. On va, à moins qu'il y ait une question vraiment... La dernière question. Alors attendez, prenez le micro.
Est-ce que vous avez des exemples, ou un ou deux exemples concrets de IA qu'on pourrait nous-mêmes appliquer ou tenir compte sur nos missions d'accompagnement? Parce que là, effectivement, vous êtes convaincant, on a envie de vous suivre. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans, hein, mais j'aimerais en savoir plus. Alors, je vais vous répondre par une façon simple. Si vous voulez, si vous suivez par exemple un secteur particulier, moi par exemple, je le suis sur certains domaines technologiques, eh bien, j'ai pris un compte Google spécifique à l'ordinateur que j'utilise à mon travail. Comme ça, il n'y a pas de correspondance avec ce qui est utilisé à la maison. Et lui, en fonction des questions que je vais lui poser, apprend et du coup, au fur et à mesure de temps, me propose des articles qui correspondent à des domaines d'intérêt que j'ai. Donc il y a une partie qui est programmée, une partie qui est en fonction du questionnement que je fais au fur et à mesure du temps. Et j'arrive à avoir des articles venant de sources que je n'avais absolument pas identifiées. Donc voilà une façon simple d'utiliser par exemple l'intelligence artificielle de Google en l'occurrence, mais pas de façon générique, c'est-à-dire ce compte-là n'est pas sur mon portable ou n'est pas à la maison, il est que sur l'ordinateur du travail et il se fait en fonction de tout ce que je vais voir dans mon travail. Voilà par exemple un début de réponse qui permet de mettre en pratique l'intelligence artificielle telle qu'on a. Tu penses à quelque... Oui, vas-y, Elle. Non, j'ai vu la dame de Liné, donc j'étais pas sûr que vous parliez dans le métier propre de l'accompagnement à la création. Ok. Bah, je pense que l'analogie du Titanic, en fait, elle est assez valable. C'est-à-dire que demain, vous recevez un porteur de projet qui a 29 ans, qui est célibataire, qui veut se lancer dans la boucherie, admettons, qui a 5K € devant lui, qui n'a pas de CAP. Bon, voilà. Ça, c'est un profil, on va dire, que vous pouvez recevoir demain. Avec votre expérience, vous allez vous dire, bon, attends, mon gars, tu as 5K €, tu veux te lancer dans la boucherie, tu as 29 ans, bon, tu veux t'installer là, mais tu n'as pas un rond. Enfin, ouais, vous allez, un temps soit peu, petit à petit, en le questionnant, collecter des informations qui, soit vont l'accompagner dans le deuil de son projet, soit lui proposer un certain nombre de pistes à explorer pour justement qu'il soit dans les meilleures dispositions pour demain créer sa boucherie et qu'il puisse réussir. Et ben, l'idée de l'IA, en fait, c'est que tous ces critères que vous avez, il peut y avoir un outil informatique qui soit juste à côté de vous, qui ne va pas parler à votre place, qui ne va pas donner les réponses à votre place, mais qui va vous consolider, par exemple, comme l'image du Titanic, que les hommes de 29 ans qui ont créé dans la boucherie sur le secteur de Lyon 6e et qui avaient 5K € dans leur poche et pas de CAP, ben, ils se sont tous lamentablement vautrés. Ou ils ont réussi pour telle et telle raison. Donc en soi, c'est bien vous qui restez l'interface. C'est vous qui questionnez, c'est vous qui conseillez. C'est lui qui prend les décisions. Mais l'IA, en fait, elle va vous donner des éléments du passé, voire même les projeter dans le futur, qui soient sur une quantité de données suffisamment conséquente pour être représentative ou crédible, un peu à l'image d'un sondage, c'est-à-dire qu'un sondage répond à un certain nombre de règles. Bah, l'IA, elle va répondre à un certain nombre de règles et elle va vous donner une information que si elle considère qu'elle est suffisamment assise sur de la justesse. Donc cet outil, quelque part, à quelque niveau que ce soit, il va vous aider dans les conseils que vous allez faire, mais il ne va pas vous remplacer. Est-ce que j'ai été clair par rapport à votre questionnement ? Oui, mais où trouver ces outils ? Ah, bah alors, la question est donc pas du même ordre. À ce stade, écoutez, j'ai tout un tas d'idées de start-up dans la tête. Mais comme le précédent que je vous présentais, j'ai que 5K € en poche et manifestement, Gilles dit que ça coûte un bras. Donc, écoutez, je vais chercher, promis, quand j'en trouve, je vous contacte. Donc, on te revoit dans 2 ans pour nous amener la réponse, c'est ça ? Alors, on va... Pour compléter, votre question, j'aurais tendance à dire, dans 80% des cas, vous savez qualifier un porteur de projet qui arrive. Parce que vous dites, lui, c'est un super projet, le gars, il est bien et tout, ça va bien se passer, on va y arriver. L'autre, lui, le pauvre, il a tous les trucs qui vont pas. Mais il y a 20% peut-être des cas où vraiment c'est tangent. C'est-à-dire que, ouais, il y a des parties qui sont bien, il y a des parties qui sont pas bien. Est-ce que vraiment je vais l'accompagner ou est-ce que je vais pas l'accompagner ? Et donc là, l'IA, elle peut faire son boulot. C'est toujours là où c'est flou, en fait. Bon, quand c'est clair, c'est blanc ou noir, ça va. Mais au milieu, quand c'est gris, l'IA, elle peut vous amener quelque chose, en fait. Comme vous l'avez vu là pour les phytosanitaires, donc où le poison il y est ou il y est pas, et le gars il sait faire tout seul, il n'a pas besoin de l'IA. Et il y a des fois où c'est tangent, et ben l'aide de l'IA c'est important.
Vu que tu as le micro, Gilles, je vais te demander de conclure chanter avec ta dernière phrase, c'est-à-dire on va clôturer la conférence et avant ça, je précise juste que sur les vidéos qu'il y avait avec Cécile Dejoux, elles sont accessibles sur YouTube. L'interview dure à peu près une vingtaine de minutes, donc il était hors de question de présenter toutes les séquences sur une vingtaine de minutes. Vous avez accès sur le lien qui sera donné après les conférences à l'intégralité de la présentation. Gilles, si tu devais conclure cette table ronde par une phrase ou quelque chose qui permet un petit peu de résumer ton essence, que tu avais envie de dire aujourd'hui ou que tu n'as pas dit encore. Ouais, moi j'aurais tendance à dire, l'IA c'est un outil, hein. Il faut l'utiliser comme un outil dans les conditions où c'est efficace. Ça ne peut pas vous remplacer, ça ne peut pas tout faire, mais il y a des moments où c'est un super outil. Et ben voilà, il faut se contenter de ça. C'est possible, ça peut ne pas être cher, je le redis. Hein, il y a des algos qui existent déjà, donc ça peut ne pas être cher. Ça peut être compliqué si jamais on n'a pas toutes les conditions qui sont réunies, mais de toute façon ça va arriver parce qu'on en a besoin dans plein de cas. Hein, voilà. Paola ? Je rejoins ce que vient d'être dit par Gilles et je dirais aussi que du coup l'IA ça reste un outil qui est là pour vous faire gagner du temps, pour que vous puissiez ne plus faire des tâches à faible valeur ajoutée. Au contraire, vous puissiez vous dédier plus à ce que vous aimez dans votre métier et que quelque part le tout numérique, on l'a vu, ça n'a jamais fonctionné. La preuve en est lors du confinement, on était tous contents de pouvoir enfin avoir une réunion en vrai et non plus des visios. Donc ça montre bien que le tout numérique ça ne marchera jamais et que l'humain doit rester au cœur du métier. Et c'est bien là l'essentiel, à mon avis. Merci, Paola. Yael ? Pour le coup, je ne vais pas bien être innovant, ça va déplaire à Paola, mais difficile de ne pas tomber dans la flagornerie, mais ce que je vais dire n'en est absolument pas. C'est en toute sincérité que... Honnêtement, c'est pour ça que je ne vois même pas comment on peut avoir la crainte, quelque part, d'être remplacé par une interface ou par des chiffres. Je côtoie mes collègues tous les jours qui sont en contact avec les porteurs de projets. Vous accomplissez un travail qui est exemplaire, extraordinaire, probablement pas toujours valorisé comme il le devrait, mais bon, ça on passera à la compta après. Non, réellement, il n'y a aucune crainte à avoir, juste des espoirs sur, qu'a priori partage Madame, sur des outils qui, à terme, vont vraiment vous permettre de vous reconcentrer sur ce qui est votre métier, à savoir du tête-à-tête, du conseil, de la perspective, tout en éliminant ou en confortant ou en sécurisant tout un tas de tâches qui aujourd'hui sont inintéressantes, peuvent amener à des mauvais choix. Donc vraiment il faut, et j'espère que ça viendra parce que c'est un peu comme la Chine, on en a parlé longtemps mais il a fallu un moment avant qu'elle arrive. L'IA c'est un peu l'idée, quoi. Je pense pas et je suis convaincu qu'elle ne puisse pas remplacer le travail exemplaire que vous faites. Elle sera juste un outil de décision de plus qui vous permettra d'améliorer et d'augmenter l'accompagnement de vos porteurs de projets. Merci. Oui, vas-y. Oui, pendant que mes collègues parlaient, excusez-moi, ça m'est venu la conclusion en fait que j'aurais dû trouver avant, mais je suis un peu comme un diesel. Donc, pour les gens qui sont de ma tranche d'âge ou qui sont un peu cinéphiles et qui ont vu le film War Game, eh ben, ceux-là se rappellent que c'est quand on a retiré aux militaires la décision et que c'est une IA qui a pris les décisions, on s'est retrouvé avec une guerre thermonucléaire globale. Voilà.